Nous sommes dimanche, mesdames et messieurs, et comme vous le savez, dimanche, c'est la rétrospective de la semaine pour permettre à ceux ou à celles qui ont raté le temps fort de l'actualité pendant cette semaine de se rattraper. Alors, Congo Web, cette semaine, a le réel plaisir d'avoir sur son plateau le coordonnateur national de Syndicat et ancien vice-président de BDM, donc Bundu Dia Mayala. Il s'agit de M. James Nzinga Nkembo. Très heureuse de vous recevoir et bonne année. Merci, le plaisir est pour moi. Je vous souhaite bonne année à vous aussi, Maman Paulette. Voilà, vous êtes coordonnateur national de Syndicat, mais vous avez bien précisé que je mette l'accent grave. C'est dans quelle langue et qu'est-ce que ça signifie, Syndicat? Merci pour la question. Syndicat, c'est un mot en kikongo. Et nous avons insisté de placer cet accent sur la première syllabe pour préciser là où il faut faire monter le ton pour que le mot soit prononcé correctement. J'espère que je le prononce bien, c'est syndicat. Syndicat. Et non syndicat. C'est syndicat. Voilà. Syndicat. Okay. Et ce mot signifie faire pression. Et dans la tradition Congo, lorsque une femme est déjà mariée, on a versé la dot pour la femme et qu'elle continue à habiter chez ses parents. Les parents vont réunir tout ce qu'il faut pour la dame et vont l'accompagner chez sa belle famille. Et cette action-là d'accompagner cette personne pour la faire partir de chez ses parents et l'envoyer là où elle doit se trouver s'appelle syndicat. Donc pousser, faire pression. Et quand le pays va mal, comme certains grands politiciens ont déjà eu à le dire, que le pays était sur une crique, donc le pays va mal, il faut pousser le pays, faire cette pression pour que tout ce qui va mal soit ôté et que le pays aille de l'avant. Faire la pression, cette pression-là à qui et pour pousser le pays vers où? Notre organisation, notre dynamique syndicat va faire pression à toutes les forces vives de la nation qui ont une décision sur la destinée de ce pays. Vous êtes de la société civile, pour avoir une précision. C'est la société civile. Parce que vous mettez ni dans l'opposition ni dans la majorité, donc vous êtes de la société neutre. Je vais vous donner une matière à réflexion. Lorsque en 2001 ou 2002, le mouvement pour la libération du Congo a été formé et puis une rébellion a commencé au nord du pays. Un autre mouvement a commencé à l'est du pays. Ça s'appelait le RCD. Et le dernier mouvement en date s'appelait le M23. Ils ont pris des armes, ils ont commencé la rébellion. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, sentant ce rapport de force qu'il y avait entre le gouvernement et ces mouvements-là, s'était senti obligé d'aller négocier avec eux. Ils sont allés en pourparlers à Sun City, à Kampala, à Lusaka, en plusieurs lieux. Est-ce que ces mouvements-là étaient de la société civile? Ou est-ce que c'était des mouvements politiques, mais qui... Donc vous êtes un mouvement politique non armé? Nous sommes un mouvement politique non armé. Et nous avons des propositions pacifiques et démocratiques à donner à la République. Ancien vice-président de Bundu Dia Mayala, vous avez quitté pour créer le syndicat. Permettez-moi si je ne parviens pas à bien le prononcer ce mot. Cela traduit encore l'inconstance des Congolais. C'est vrai que les Congolais ont l'habitude de changer de camp trop souvent. Quand ça ne leur plaît pas ici, bah là, ils changent pour être patron. Vous voulez être patron, vous aussi. Vous voulez être, comme vous appelle, préso. Vous voulez avoir votre bord. Donc, pourquoi n'être pas resté dans Bundu Dia Mayala et faire passer cette idée là où vous étiez? Pourquoi ne pas rester par conviction? Là, vous n'êtes pas par conviction. C'est par opportunisme, tout simplement. C'est concret maintenant ces derniers temps. Tout le monde veut être patron. Merci beaucoup, Maman Paulette. C'est une très bonne question. Ça va me permettre de répondre aussi aux préoccupations de beaucoup de personnes qui nous suivent à la télévision en ce moment. Quand je suis revenu des États-Unis, j'avais une conviction. Et moi, je pense que pour adhérer dans un parti politique, il faut d'abord avoir une conviction personnelle. On ne peut pas adhérer dans un parti politique parce qu'on a échoué dans une carrière professionnelle quelconque et on va en politique comme quelqu'un qui cherche un job et avoir un salaire. Moi, mon idéologie était que je soutiens le fédéralisme. Et puis, non seulement le fédéralisme, mais je pense que le Congo est victime d'une injustice qui a commencé en 1885 lorsque certains... Dans la conférence de Berlin. Voilà. Lorsque certaines entités politiques ont été balkanisées et ça a profité à la Belgique qui a créé son pays, la RDC. Nous ayant mis dans cette unité-là, beaucoup de mots se sont développés. Et moi, je suis
d'avis qu'il faut liquider cette unité pour permettre la création de cet État indépendant. Liquider cette unité. Explicitez. Vous voulez balkaniser mentalement le Congolais, que le Congo se sente plus Congo que Congolais, que le Swahili se sente plus Swahili que Congolais. Expliquez un peu. Je n'aimerais pas... oui, mais explicitez. Oui. Diviser cette unité ou casser cette unité, ça veut dire quoi? Liquider cette unité. Je vais vous donner encore un exemple pour permettre à ceux qui nous suivent de bien comprendre, sans oublier que je dois répondre à votre première question. Je vous en prie, il faut y aller. Voilà. Oui. Alors, les Belges ont formé une entreprise privée qu'on avait appelée l'État indépendant du Congo. C'était une entreprise qui appartenait au roi des Belges, le roi Léopold II. Mais face à la pression internationale, il devait céder cette entreprise à la Belgique. Et donc, le Congo est devenu une colonie formelle de la Belgique. Et face à la pression locale maintenant, la Belgique devait concéder une indépendance aux différentes entités politiques qui existaient déjà avant la formation de leur colonie. Mais quand ils ont donné cette indépendance, ils l'ont donnée en bloc. Oubliant que parmi ces États-là qui ont constitué leur colonie, il y avait déjà des États qui étaient souverains avant même que la Belgique ne soit formée. Comme le Royaume Congo. Comme le Royaume Congo. Je savais que vous alliez arriver là. Voilà, parce que, bon, évidemment, comme je suis de peuple Congo, je ne peux que vous rêvez à la résurrection du Royaume Congo? Non, pas du tout, parce que là, vous parlez d'une monarchie. S'il faut redonner l'indépendance au Congo central, nous n'allons pas reformer une monarchie, mais ça sera une république démocratique. Mais donc, dans la RDC, il faut bien préciser. Hein. Mais une république indépendante ne peut pas être dans la RDC. La RDC... Vous voulez quoi? Vous voulez la sécession? Vous êtes dans cet esprit-là de la sécession du Bas-Congo? Madame Paulette... Vous voulez quitter la RDC? Madame Paulette, il ne faut pas craindre les mots. Sécession veut dire tout simplement séparer. Vous voulez être séparé de la RDC? Ici, absolument. Ici, on sépare les États et non les personnes. Les États se séparent par le droit de chaque peuple à s'auto-administrer. Mais ce ne sont pas des personnes qui vont se séparer. Je vais vous donner un exemple. Moi et mon épouse, nous ne sommes pas des mêmes pays. Mais mon épouse est actuellement dans mon pays. Nous vivons ensemble. Le fait d'avoir une entité politique gérée par un peuple précis ne veut pas dire que les autres peuples sont les malvenus dans leur pays. Nous allons y revenir. Mais je voulais répondre à votre question. Si je voulais être préso, ce n'est pas animé par cette envie égoïste-là d'être préso que nous avons créé le syndicat. C'est que le parti dans lequel j'ai évolué avait une vision qui semblait être ma vision aussi. Mais dans la pratique, dans les approches à utiliser pour atteindre notre objectif, je me rends compte que là, il y a une approche régionale qui est confondue parfois par nos détracteurs à une approche tribaliste. Or, moi, personnellement, j'ai une approche nationale où je vais parler de l'approche pan-congoliste. C'est-à-dire, on ne peut pas être panafricain si on n'est pas pan-congolais. Voilà. Nous allons ouvrir donc cette rétrospective, mesdames et messieurs, par une note de joie. Comme vous le savez, nos fauves ont bouffé les abeilles lors du match qualificatif pour les demi-finales. Alors, nous vous proposons de revivre cette liesse. Les supporters congolais n'ont pas tort de jubiler car leur équipe vient de créer la sensation en barrant la route au pays organisateur, le Rwanda. À peine une minute de jeu, le joueur des Léopards affiche déjà l'ambition de remporter la partie. À force d'attaquer, les fauves congolais seront récompensés à la 11e minute suite à une lourde frappe de Doxa Jikanji. Le gardien rwandais ne fait que constater le dégât. Au lieu de ralentir le jeu et de conserver leur avance, les Congolais ont accentué la pression dans les camps adverses. 1-0, c'est le score à la pause. À la reprise, le joueur des Léopards lève le pied et laisse l'opportunité aux Amavubi du Rwanda de dominer le milieu de terrain. Toussengila sert son coéquipier Sugira. Ce dernier ne se pose pas trop de questions pour battre l'excellent gardien Matampi Vumbi. Après cette égalisation de Rwandais, la RDC subit le jeu adverse. Malgré plusieurs tentatives des Amavubi, aucun but ne sera marqué jusqu'à la fin du temps réglementaire. Il fallait attendre à la deuxième prolongation
pour voir Bumpunga marquer le winning goal à la 114e minute. 2-1, c'est le score final d'un match plein de suspense. Avec ce succès, la RDC vient de prendre sa revanche du match amical et se qualifie en demi-finale de cette 4e édition du CHAN. Qui laissera de profonds regrets aux Rwandais qui auront tout donné, mais qui auront baissé les armes sur une... Monsieur Nzinga Nkembo, vos impressions pour ce match de quart de finale? Nous sommes parmi les qualifiés pour la demi-finale du CHAN. Je dis d'abord coup de chapeau à l'entraîneur national, monsieur Florent Ibenge, et les prouesses qu'il est en train de démontrer sur les terrains de football montrent à suffisance que les talents sur le plan local, il y en a. Et qu'on ne doit pas toujours recourir aux internationaux ou ce qu'on appelle des professionnels de football pour gagner une compétition. Ça, c'est le CHAN, c'est vraiment prévu pour ceux qui jouent en Afrique. C'est pour revaloriser d'ailleurs les joueurs locaux. Voilà, donc, on a créé le CHAN. Donc les talents, il y en a pas seulement dans les sports, mais il y en a aussi dans d'autres domaines de la vie, dans d'autres aspects qui peuvent donner un boosting à l'économie du pays, à la politique du pays. Donc, coup de chapeau aux Léopards. Voilà. Mais c'est vrai que la population a relevé, les supporters des Léopards ont relevé quand même des failles dans l'arbitrage du match. Oui. Il paraît que c'était assez chaotique. Et ben voilà, ils ont dit que non, nous jouons avec le Rwanda, plus l'arbitre. Je ne sais pas, je ne suis pas très spécialiste en football, mais je crois que l'essentiel a été fait. Nous sommes en demi-finale, donc coup de chapeau, comme vous l'avez dit, à Florent Ibenge. Et comme on le dit si bien, coaché, Ibenge coaché. Voilà, nous allons passer, mesdames et messieurs, au deuxième sujet pour cette semaine. Nous allons parler du dialogue. Nous y restons. Ce condensé vous propose donc les points de vue de la société civile d'Olivier Kamitatou pour le dialogue. Qui ont considéré que ce texte était un énorme progrès. Le président national de l'ARC G7, Olivier Kamitatou, estime qu'il n'y a à présent aucune crise, donc aucune opportunité de dialogue en République démocratique du Congo. Reconnaissez-vous que le référendum conduit le 19 décembre 2005 était un référendum qui s'est organisé dans les règles de l'art, que la population qui a tranché en faveur de ce texte, qui l'a adopté, qui en a épousé toutes les formes, qui s'en est approprié toutes les dispositions. Reconnaissez-vous que ce texte a reçu l'onction populaire qui lui a donné cette légitimité et que nul ne reviendra sur ces 85%. Selon le cofondateur du G7, le président de la République doit prendre toutes ses responsabilités. Quand vous êtes chef de l'État, vous avez prêté serment sur une constitution. Vous êtes le garant du fonctionnement des institutions. Votre devoir est de veiller à ce que les moyens soient disponibilisés pour qu'au grand rendez-vous de votre devoir, sur lequel vous avez prêté serment devant la nation entière, eh bien ce rendez-vous soit respecté. Ce grand rendez-vous, c'est le 20 décembre 2016. Eh bien, nous devons respecter ce rendez-vous et demander au président de la République d'honorer ses engagements, sa parole, de respecter la Constitution. Visiblement, les positions semblent inconciliables autour de la tenue ou non du dialogue inclusif en République démocratique du Congo. Pendant que certains présentent l'année 2016 en RDC comme une année de tous les dangers, la société civile dans toute sa diversité prédit la consolidation de l'unité nationale. Elle souhaite par ailleurs que 2016 soit une année de paix, de tolérance mutuelle et de cohésion nationale. 3 vœux qui reflètent l'engagement pris par ses leaders issus de toutes les sous-composantes de la société civile. Pour atteindre ce qui s'apparente à leur leitmotiv de cette année, la société civile dans toute sa diversité, sous le leadership de leur porte-parole Kati Kalanga, mise sur la participation de tous au dialogue. Nous remercions et encourageons les Nations Unies et l'ensemble de la communauté internationale d'avoir accepté d'accompagner la tenue du dialogue politique inclusif en vue des élections apaisées en République démocratique du Congo.
Nous félicitons le message de sa sainteté le pape François qui, lors de son message de nativité, a encouragé la tenue du dialogue en RDC pour la paix. Ce même message sera relayé par le coordonnateur de la ligne élite. Selon Jérôme Bonso, seule la mise en place d'une gouvernance électorale consensuelle peut permettre au pays d'achever le processus électoral qui, selon lui, se trouve devant une impasse. Nous répétons ce qu'Abel Léon de Saint-Moulin disait, c'est du dialogue naîtra le consensus. Du consensus électoral naîtra la confiance. Et c'est de la confiance qu'on va arriver à organiser les élections apaisées dans notre pays. Rappelons que toutes les confessions religieuses ont été représentées à cette cérémonie et toutes ont prié et lancé un appel pour la paix au pays. Monsieur Nzinga, question directe. Pour ou contre le dialogue? Je suis pour le dialogue. Le dialogue est une vertu africaine. J'ai suivi les interventions projetées tout à l'heure là. Dans ce que M. Olivier Kamitatou dit, il y a à boire et à manger. D'une part, il dit des choses que je soutiens, mais de l'autre côté, quand il refuse d'aller au dialogue, c'est là que nous divergeons un peu. Je suis d'accord. Vous soutenez par exemple que la Constitution a été, en tout cas, votée à 85%. Le oui a remporté à 85%. Donc la population a donné son aval pour cette Constitution qu'on veut réformer en moins de temps. Pas seulement le fait que la Constitution a été votée à 85%, mais surtout le fait que l'actuel président de la République avait 5 ans de mandat et pendant son mandat, il devait tout mettre en place pour qu'à la fin de la législature, les élections soient tenues. Et il a échoué brillamment quant à l'organisation des élections, parce que les moyens n'ont pas été mis en place à temps pour que la CENI fasse ce qui était attendu d'elle. Là, je suis d'accord avec M. Olivier Kamitatou. Mais quand de là, on conclut qu'il ne faut pas aller au dialogue, c'est là que je ne suis pas d'accord. C'est au dialogue qu'on trouvera la solution. Parce que je pense que c'est au dialogue qu'on peut débattre non seulement des problèmes qui minent le processus électoral en cours, mais aussi des problèmes qui existent déjà, notamment le glissement déjà consommé des assemblées nationales, des sénateurs, des gouverneurs des provinces. Au dialogue, on peut mettre fin. Mais il y a les institutions classiques pour ça. Il y a l'Assemblée nationale, les députés non mandataires peuvent débattre de ça. Au gouvernement, on peut en parler. Mais puisque ces mandataires n'en débattent pas et que l'opposition doit faire pression. Qui ira au dialogue en fait? Qui va mandater les gens qui vont aller au dialogue? Écoutez, madame, l'opposition a une part de responsabilité si, pendant la législature en cours, le gouvernement n'a pas pu mettre en place de fonds pour que la CENI fasse son travail. Parce que le rôle de l'opposition, ce n'est pas de piéger le gouvernement ou le régime qui est en place. Attendre qu'ils échouent pour qu'à la fin, vous demandiez au peuple de sortir dans la rue. Non. Vous devez laisser ce peuple-là trancher. C'est un contrat social. Vous devez laisser à la population le rôle de vous sanctionner positivement ou négativement. Le rôle de l'opposition devait être de faire pression à temps. S'ils avaient commencé... Ils ont commencé depuis 2011 à demander ce dialogue, M. Nzinga. Je ne sais pas si vous étiez au pays. L'opposition a commencé à demander le dialogue juste après les élections de 2011. Mais le dialogue, c'est un processus permanent. Ce n'est pas parce que vous avez demandé un dialogue en 2011 que vous n'avez pas obtenu... Donc on peut vous l'accorder en 2015. Que vous ne l'avez pas obtenu, que lorsqu'on vous donne un autre dialogue en 2013, vous devez dire non. Mais la vie est dynamique, les choses ont changé. Est-ce que ce dialogue-là ne permettra pas au pouvoir d'entériner son échec, de faire avaler à tout le monde son échec? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je ne soutiens ni la majorité présidentielle, ni certaines prises de position de l'opposition. Je suis pour le dialogue parce que je pense que dans le dialogue, d'ailleurs, vous allez suivre quand on parle de ce dialogue, l'UDPS souvent a tendance à dire il s'agit du PPRD et de l'UDPS, point barre. Le PPRD est allié, l'UDPS est allié. Et il y a d'autres qui pensent que c'est la majorité présidentielle et l'opposition. Mais où sont les candidats indépendants? Parce que vous voulez traiter des problèmes des élections. Aux élections, il n'y a pas que l'IDPS et plutôt la majorité et l'opposition. Une question pratique que m'a posée Alain Bolikango, le fils, Alain Bolikango est le petit-fils d'un grand patriarche de l'indépendance. Il m'a dit de vous poser cette question carrément, parce que c'est la question que se pose la population. Est-ce que c'est au dialogue
que l'on sortira l'argent pour organiser les élections? Est-ce que c'est là où on trouvera la solution vraiment pour que les élections s'organisent pacifiquement? C'est au dialogue qu'il y aura l'argent, c'est au dialogue qu'on apaisera les choses. C'est vraiment là. L'argent, c'est un serviteur, c'est pas un maître, c'est pas l'argent qui décide. L'argent peut sortir avant le dialogue, pendant le dialogue ou après le dialogue. Il ne faut pas tout conditionné par l'argent. Mais c'est l'argent qui est le nerf de la guerre, comme on dit. C'est avec l'argent qu'on organise les élections, qu'on achète les kits, c'est fait par l'argent. Mais alors, sans argent, c'est là on est bloqué parce qu'il n'y a pas d'argent. Non, c'est pas vrai. Ah bon? L'argent est là. Il y a eu des gens... L'argent est là, mais qu'est-ce qu'on en fait? Mais c'est parce qu'on ne veut pas poser le vrai problème. Avec de l'argent, si vous ne savez pas quoi en faire, vous ne ferez rien. Donc c'est ça le problème, il y a l'argent, mais on ne sait pas quoi en faire, ou on détourne. Il faut poser le vrai problème, mettre à table le problème qui doit être débattu. Et ce n'est pas à travers la télévision qu'on va débattre, parce que là, chacun est chez lui, chacun passe sur une chaîne de télévision à sa discrétion. Et on échange des propos, mais on ne tombe pas sur des résolutions. Il faut aller au dialogue, c'est parce que c'est dans les dialogues qu'on pourra retenir des résolutions qu'on peut appliquer immédiatement. Donc le dialogue s'impose. Le dialogue est incontournable. C'est la voie royale, comme déjà on dit beaucoup de personnes. C'est la voie royale. On doit aller au dialogue et poser les vrais problèmes. Ne pas distraire la population avec des revendications, des contentieux électoraux de 2011. Ça, c'est de la distraction. Ne pas se limiter seulement aux problèmes qui minent le processus électoral en cours. Parce que le chef de l'État a délimité, hein. Pour ce dialogue, on ne va parler que du processus électoral, rien d'autre. C'est vrai. Rien d'autre. Mais nous sommes de l'opposition, nous ne sommes pas obligés de suivre sa délimitation. Je vous ai parlé du mouvement MLC. Lorsqu'en 2001, il s'est fait certaines choses dans le pays, le président Kabila est venu au pouvoir, il y avait un homme d'affaires important dans le pays. On ne le connaissait pas dans la politique. Il a fait un voyage dans son village et puis soudain, on apprend qu'il y a une rébellion qui commence quelque part. Au moment où nous parlons, il y a des gens qui nous suivent. Il y a des gens friqués qui en ont marre, qui font partie de la population peut-être, qui ne font pas de la politique. Ils ne veulent pas que ces désordres-là continuent. Que savez-vous si demain quelqu'un ira au Kivu, à l'Équateur ou bien dans la province orientale, commencer encore une guerre? Parce que tout le temps ici, on veut parler des rapports de force. La force, ce n'est pas seulement la force militaire. Il faut privilégier d'autres formes de force. Il faut privilégier la réflexion. Il faut aller au dialogue, contribuer... Je sais que je veux revenir chaque fois à cette question. Qui est responsable de cette situation? Ce n'est pas l'opposition qui est au pouvoir. Qui est responsable de ce blocage? On en est là aujourd'hui. Pourquoi? Madame, et comment? Madame, je l'ai dit au début, il y a un régime qui gère le pays pendant cette législature. Et c'est ce régime qui a échoué. Parce qu'il n'a pas pu mettre à temps ou il n'a pas voulu, on ne sait pas. Comme le régime a échoué, il appelle les autres de se mettre ensemble pour ensemble partager l'échec. C'est pourquoi moi... Non. Ça, pas du tout. Ça dépend de celui qui va au dialogue et de ses aspirations. Nous n'allons pas pour partager... Et vous y allez pourquoi? Nous n'allons pas pour partager... On prend votre cas. Vous y allez pourquoi? Pourquoi nous voulons aller au dialogue? Nous voulons aller au dialogue pour poser le vrai problème. Au début de notre entretien ici, vous m'avez demandé si j'étais pour la séparation de la province du Congo central. J'ai affirmé. Mais je pense qu'il n'y a pas que la province du Congo central qui a besoin de son autodétermination ou de son auto-administration. Il y a d'autres provinces aussi qui en ont besoin. Le Katanga en a besoin, le Kivu en a besoin, la province orientale, et pourquoi pas... Peut-être la population ne comprendra pas, parce que le mot balkanisation fait peur. Hein? Je n'ai pas encore... Est-ce que vous parlez de la balkanisation de la RDC? Moi, depuis que nous avons commencé ce débat, je n'ai pas prononcé ce mot. Mais c'est vous qui le prononcez. Mais de toutes les façons, moi j'ai vécu... Je suis intellectuel, je projette. Quand vous parlez de ça, c'est un peu... Madame, on n'y va pas vers la balkanisation? Madame, j'ai vécu 8 ans dans les Balkans. D'où vient ce mot balkanisation? On pourra avoir une autre émission au cours de laquelle je vais vous expliquer l'origine de ce mot et qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ailleurs, d'où on a tiré ce mot, ça n'a pas été le chaos après la balkanisation, et pourquoi est-ce que... La RDC n'est pas le Balkan. Et pourquoi est-ce qu'on a enseigné aux Congolais que ce mot-là était un mal pour le peuple congolais?
Mais moi, je vous dis que ce n'est pas un mal, c'est un processus, au contraire, par lequel nous devons passer et qui va libérer les autres entités politiques pour leur permettre d'accéder à leur véritable droit à l'autodétermination et à l'auto-administration. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, cette année 2016, eh c'est l'année électorale, donc nous n'allons pas passer outre les élections. Nous vous proposons donc les réactions des politiques et de M. Justin Bitakura sur les fausses cartes d'électeurs découvertes quelque part dans la République. Elle ne veut pas aller aux élections avec de telles cartes. Pour Justin Bitakura, l'intimité de la centrale électorale congolaise est à ce jour trafiquée. Pour preuve, la détention de ces cartes d'électeurs par des sujets rwandais et ougandais. Ce que nous on a vu simplement au Vira, ce n'était qu'un échantillon. Il y a des usines de kits électoraux au Rwanda et au Burundi qui produisent des cartes d'électeurs. Des usines, je dis bien des usines. C'est pour dire que si on va aux élections aujourd'hui, on est sûr que tous les Burundais, tous les Rwandais disposent de cartes d'électeurs, donc ils seront électeurs au Congo. Voilà ce qui pousse l'élu d'Ouvira à s'opposer aux élections en 2016 dans le décor actuel. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec des cartes ici. Ces cartes ne sécurisent plus, ces cartes ne nous appartiennent plus, ce sont des cartes trafiquées. D'où un argument de plus pour Justin Bitakura de rappeler l'opportunité d'aller au dialogue. C'est un processus électoral déjà bancal. Et sincèrement, je crois que la classe politique qui refuse, qu'elle ne veut pas aller au dialogue, elle vit dans un autre monde que sa propre population. Voilà des propos qui certes énervent l'opposition anti-dialogue. Pour cette dernière, toute matière relevant de la compétence de la CENI ne peuvent faire l'objet d'un quelconque dialogue. Et aujourd'hui, je vous dis que je suis maintenant contre les élections dans le délai constitutionnel, parce que ça sera une mascarade d'élections, comme en 2011. Cette proposition du porte-parole de l'opposition nationaliste suscite plusieurs réactions. Au CNB, parti cher à Freddy Matungulu, l'on parle d'une délibération anticipée, mal intentionnée. S'il y a des contraintes, on devrait le remarquer dans le processus engagé lui-même. À ce jour, le processus ne semble pas toujours être engagé. Donc, toute projection en termes de conditions techniques anticipées sont des positions délibérées. Au MLC, l'on estime que soutenir une telle thèse, c'est pérenniser Joseph Kabila au pouvoir. La question, je la renvoie à vous et à Steve Mbikai. Comment un opposant à Kabila soutiendrait la pérennisation du pouvoir de Kabila? Est-il encore de l'opposition? Une autre réaction, c'est celle de la nouvelle société civile congolaise. Son coordonnateur s'oppose également à la thèse de Steve Mbikai. Pour Jonas Tchombela, tout dépend de la volonté politique. Il y a encore du temps parce que le président de la CENI à l'époque, il n'était pas encore président de la CENI, il nous a dit que si tout est bien fait d'ici février, il est possible qu'on obtienne des élections. À la seule condition qu'il y ait la volonté politique de la classe qui dirige pour dégager les moyens qu'il faut pour qu'on ait des élections. Tout en respectant son opinion, nous estimons que ça n'a pas une base légale et ça ne vaut pas la peine de discuter. En plaidant contre la tenue des élections en 2016, Steve Mbikai a-t-il touché aux fruits interdits? Seul l'avenir nous en dira un peu plus. Monsieur Nzinga Nkembo, vous avez suivi les éléments avec moi. Donc, pour Monsieur Bitakura, la centrale électronique est déjà, comment dire, l'intimité, comme il a dit le mot de John Mingila, l'intimité de la centrale électrique est déjà souillée au fait. Donc, on doit refaire carrément de nouvelles cartes d'électeurs, selon vous. On ne peut plus continuer avec ces mêmes cartes d'électeurs. Je suis en train de... tous ces éléments-là ne font que corroborer dans le sens de la logique que je suis en train d'exposer ici, que ce pays est tellement grand et ceux qui l'ont formé ne l'ont pas formé pour qu'il soit gérable par les Noirs. C'était des colons. Et ça ne devait profiter qu'à leurs intérêts économiques. 55 ans après les indépendances, vous appuyez la thèse que le Noir est incapable de gérer quelque chose d'aussi grand. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui, puisque vous l'avez dit. Non, non, non. Je continue.
J'ai dit que ce pays n'avait pas été fondé. Mais nous l'avons hérité, donc nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous l'avons hérité à l'indépendance en 1960, tel quel. Il y a plusieurs pays à l'intérieur de la RDC qui ont le droit d'exister. Et c'est une force impériale ou impérialiste qui refuse maintenant à ces pays existants dans la RDC d'exister. Lorsque vous lisez la Constitution de la Belgique, dans son article 1er, elle dit « La Belgique est composée des communautés et des régions ». Parce que c'est un pays ou c'est un État multinational. Quelqu'un vous interdit de faire ça ici? Non, écoutez, mais lorsque vous lisez notre Constitution, on ne dit même pas dans l'article 1er de combien de communautés ce pays est constitué et de combien de régions. C'est-à-dire, on vous floue. Dans l'article 1er, on vous parle du Congo étant un et indivisible. Or, ce principe, faux selon vous. Mais ce principe d'indivisibilité du Congo est même contraire au principe sacré sur base duquel on a fondé l'Organisation des Nations Unies. Ces principes-là reconnaissent à chaque peuple le droit à l'autodétermination. Donc, selon vous, on y réfléchit froidement. Selon vous, il y a combien de peuples en RDC? Vous avez déjà fait une étude? Bon, d'après les études de fait et les données disponibles en ma possession, il y a plus de 400 tribus qu'on peut regrouper en plusieurs grands groupes pour retrouver à peu près 257 peuples. 257 peuples. Donc ce pays doit être balkanisé en 257 États. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'il y a dans le monde des États multinationaux, je peux vous donner l'exemple d'un des derniers pays qui a accédé à son indépendance. J'ai été là, le Kosovo. Il y a... Mais vous croyez que c'est calme au Kosovo? Il y a 11 peuples, par exemple, au Kosovo. On peut former des petits États de dimension moyenne avec une multitude tenant compte des réalités socio-politiques. Ok, mais le Congo peut rester un et non, indivisible. le Congo, comme les États-Unis, qui a 52 États, mais forment les États-Unis. Pourquoi ne pas former les États-Unis du Congo, par exemple? L'histoire des États-Unis est complètement différente de l'histoire du Congo. Et puis les données sur le terrain sont complètement différentes. Je ne vous l'apprends pas parce que vous devez le savoir. Les États-Unis ont été fondés par des colonisateurs qui ont décimé les populations locales. Les populations locales. Et puis ils ont fondé les États-Unis. Maintenant, pour les repeupler, il fallait créer un programme pour faire venir des immigrants. Voilà. Ça, c'est le cas des États-Unis, qui n'est pas le nôtre. Chez nous, ce sont des populations locales qui ont été colonisées et les colons ont fondé une colonie qu'ils ont abandonnée. On peut parler d'une entreprise tombée en faillite. Donc, cette entreprise coloniale belge est tombée en faillite en 1960. Elle devait être liquidée à ce moment-là. Qu'est-ce que les Belges auraient dû faire? Ils auraient dû faire comme les Français. À la veille des indépendances, ils avaient de vastes colonies allant du nord de l'Afrique jusqu'au Congo-Brazzaville. Ils ont commencé par sectionner leurs colonies en plusieurs petits États gérables par les populations. Gérables par la France, papa. Jusqu'à aujourd'hui, la France a la même mise sur... Bon, mais au moins ils sont entrés dans cette logique-là. C'est ce que la Belgique aurait dû faire. Mais elle n'a pas fait. C'est pourquoi Syndicat la RDC nous appartient. Qu'est-ce que vous proposez, en fait? Madame, c'est pourquoi nous disons qu'il faut aller au dialogue pour poser le vrai problème. Le vrai problème le vrai problème qui fait que les guerres sont toujours récurrentes en RDC. Et je pense qu'il n'est pas trop tard d'aller poser ce problème au dialogue. Et nous avons un schéma à proposer. Nous pensons que de la RDC, on peut sortir cet État. On peut sortir de la RDC cet État. Nous avons un cahier de charges que nous allons présenter au dialogue dans ce sens-là. Et cela ne veut pas dire que c'est seulement au dialogue qu'on va liquider la RDC. Mais au moins, le débat doit pouvoir être mis sur table et on doit pouvoir en discuter et en débattre de manière démocratique et civilisée. Tout ce temps-là, vous avez entendu les musiciens chanter non à la balkanisation. Mais c'est un seul son de cloche que vous entendez. Laissez aussi aux autres qui pensent que ceux qui chantent ainsi sont en erreur de parler sans les vilipender. Et comme ça, nous allons avoir 2 sons de cloche et les gens seront suffisamment informés. On peut trouver un juste milieu, nous, par rapport aux gens qui sont pour la balkanisation. C'est la première fois d'ailleurs officiellement que j'entends quelqu'un qui est pour la balkanisation. Mais je vous dis qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont pour la balkanisation. Oui, mais ce n'est pas à moi de venir dire les noms des gens ici. Moi, je parle pour mon propre compte. Ok, donc comme le pays est trop grand, plusieurs peuples, le pays est trop grand, plusieurs peuples, donc vous êtes pour la balkanisation. Mais revenons pas seulement parce qu'il y a plusieurs peuples, parce qu'il y a tellement de désordres ingérables par cette diversité des peuples et par rapport aux cartes des électeurs là. Vous vous rendez compte, le Rwanda qui est si petit,
le Rwanda et le Burundi mis ensemble, c'est moins grand que le Nord Kivu. Mais ce Rwanda, ce petit Rwanda, malmène la grande RDC. À quoi vous sert cette grandeur-là? Quand le pays devient ingérable et puis on peut vous infiltrer à tout moment, même votre processus électoral est miné parce que les voisins veulent faire des cartes d'électeurs chez lui et vous infiltrer, tout ça. Donc il faut régler le problème à partir de la cause. Il ne faut pas faire des réparations cosmétiques. Il faut trouver la cause du problème, extirper le mal, et là, nous sommes mis sur... L'année 2016, l'année de tous les enjeux, selon vous Absolument. L'année 2016, c'est l'année de tous les enjeux. Et dans le plan que nous avons, peut-être qu'on n'aura pas suffisamment de temps pour que je l'expose ici. Pourquoi je dis, nous soutenons le dialogue, nous soutenons aussi le plan de la transition. Mais pour nous, 3 ans, pour vous aussi? Bon, pour nous, la durée de cette transition-là, ce n'est pas à nous de décider. Nous devons aller conférer avec les autres forces politiques en présence et déterminer, selon les besoins qui seront mis sur table, quelle sera la durée de la transition. Mais nous sommes opposés... Ça sera tout à fait utopique, comme le demande M. Olivier Kamitatou, d'organiser les élections en novembre 2016. C'est utopique. C'est utopique. C'est utopique. C'est irréaliste et c'est même irresponsable de penser que au mois de novembre, là, on peut organiser toutes les élections et que ces élections malgré qu'ils ont donné un calendrier à la CENI, que c'est peut-être faisable. Si on y met de la volonté politique, c'est faisable. Ça, c'est de la distraction. Et je pense même que cette CENI-là, la question de la CENI doit être discutée au dialogue parce qu'il faut revoir cette institution-là aussi. Il faut aller au dialogue. Donc le dialogue, en ce moment, est primordial que tout ce qui se fait dans le pays. S'il faut commencer par dissoudre même certaines institutions, il faut absolument le faire. Les assemblées provinciales doivent être dissoutes. Les sénats qui sont en dépassement de délai constitutionnel 2 fois déjà, ils devaient être réélus en 2011, ça n'a pas été fait. Ils devaient être réélus en décembre dernier, les députés provinciaux, ça n'a pas été fait. Donc ils sont en double glissement. Ça, c'est un problème plus urgent et plus prioritaire que de craindre un glissement qui n'a pas encore eu lieu. Or, si nous sommes capables de régler déjà ce glissement, nous serons capables de régler le glissement que nous craignons là. Voilà, mesdames et messieurs, coup d'œil aux activités de nos partis politiques, 2 comme à l'accoutumée, l'UDPS et l'Envol. Différentes plateformes, regroupements, partis politiques de l'opposition et autres personnalités politiques participent à cette convention des alliés du président national de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. Au cœur des discussions, l'organisation du dialogue national avec la médiation internationale telle que prônée par le leader de l'opposition politique congolaise. Ensuite, les participants à ces travaux vont examiner minutieusement la question relative au rassemblement des alliés d'Étienne Tshisekedi. Hormis ces points clés, d'autres sujets vont occuper une place des choix, notamment la libération des détenus politiques, l'amnistie des exilés politiques, l'accès équitable de l'opposition politique aux médias d'État, l'enquête indépendante sur les fausses communes. La liste n'est pas exhaustive. Dans la feuille de route de l'IDPS, c'est écrit l'organisation, c'est IDPS et alliés. Maintenant, les alliés s'organisent. Quand nous disons dialogue version Tshisekedi, c'est ce dialogue-là avec, bien sûr, un facilitateur. Nous allons nous pencher pendant au moins 3-4 jours. Vous allez voir les conclusions qui sortiront de cette convention des alliés du président Étienne Tshisekedi. Ces acteurs politiques soutenant la vision d'Étienne Tshisekedi vont également réfléchir sur l'actualisation du fichier électoral, notamment par l'enrôlement de nouveaux majeurs, conformément à l'alinéa 3 de l'article 5 de la Constitution de la République. La sécurisation du processus électoral sera abordée à l'issue de ces assises qui vont se clôturer mardi prochain. La salle était scandaleusement inondée de cadres et militants de l'Envol, mais aussi avec ceux de l'ATD de José Makila venus assister à cette rencontre. Prenant la parole, le président national de l'Envol a révélé à l'assistance la décision ultime du bureau politique de son parti s'agissant de la mesure du numéro 1 de Maïndombe interdisant la tenue du premier congrès de l'Envol à Nyoki. Délice Sanga dénonce fermement les actes de violence et d'intimidation à l'encontre de membres et sympathisants de l'Envol à Nyoki.
de même que la confiscation de certains biens du parti par les services de l'ordre conduits par les autorités locales le 19 janvier dernier. Prévu du 29 au 31 janvier prochain, la tenue du premier congrès de l'envol a été interdite par le commissaire spécial de Maïndombe. Décision rejetée et qualifiée d'arbitraire à l'envol. L'envol décide de saisir toute affaire cessante. Sur pied de l'article 162 de la Constitution, la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité de l'interdiction décrétée sans base légale ou constitutionnelle par le commissaire spécial du Maïndombe. S'agissant de l'organisation du dialogue en RDC, cette formation politique réaffirme que cette rencontre n'est pas une solution au problème des Congolais. Les Congolais s'attendent à l'alternance et de en 2016. Enfin, l'envol appelle à la mobilisation de tous les Congolais, militants du parti et ceux de l'ATD, à sauvegarder les acquis de la Constitution de la République. Il compte saisir la Cour constitutionnelle pour résoudre cette situation des gnocchis. Aucun parti et personnalité politique membre de G7 n'a quitté ce regroupement politique de l'opposition. Son président en exercice y est allé de tous les adjectifs pour qualifier l'information d'une dissension sans sein. Je préfère que ce soit des injures qu'on monte dans les réseaux sociaux, comme on veut, mais ce qui n'est pas correct, c'est des montages grotesques, comme celui de prétendre qu'il y a des partis qui ont quitté ou qui ont claqué la porte du G7. Pour Charles Mwando Simba, leurs détracteurs ne verront pas d'aussitôt leur division avant de fustiger les intimidations dont ils font l'objet. Mais pas question de se laisser intimider pour autant. Nous sommes déterminés, n'est-ce pas, à faire face à toute l'oppression. Je vais reprendre les bâtons pour repartir dans mes circonscriptions. Non seulement repartir dans mes circonscriptions, en tant que président du G7, j'entreprendrai une tournée à travers la République parce que nous avons le droit d'informer suffisamment la population de la situation. Parlons du dialogue. L'actuel président du groupe de 7 dit demeurer de plus en plus perplexe quant à la tenue de ses assises. Avant de clore cette mise au point, Charles Mwando Simba s'est félicité de la position prise par la Belgique s'agissant du processus électoral RD congolais et invite d'autres partenaires de la RDC à lui emboîter le pas. Monsieur Nzinga Kembo, je suis sur une radio périphérique, mais je permets quand même de parler du journaliste que j'apprécie beaucoup, Alain Foucault, qui a invité quelques Africains. Et le sujet principal de son émission était l'alternance politique en Afrique. Et je vous repose aussi la question, puisque vous êtes un acteur politique, un intellectuel de mon pays. Est-ce que l'alternance est vraiment souhaitable pour les régimes africains aujourd'hui? Oui, absolument. Nous ne vivons pas dans un monde où les Africains sont seuls. Nous sommes à l'heure de la mondialisation ou de la globalisation. Et il y a des choses, il y a des concepts que le monde est en train de changer. Les uns prennent ce qu'il y a chez les autres et vice-versa. Et je crois que pour le cas de la RDC, absolument, il faut respecter ce principe d'alternance au pouvoir après 2 mandats consécutifs à la tête de l'État. Est-ce que l'alternance est-elle vraiment synonyme de bonne gouvernance, comme l'a si bien dit Kagame? Parce qu'on a suivi aussi un interlocuteur, un journaliste d'ailleurs rwandais, qui a carrément dit que non, ils sont contents parce que Kagame a bien fait son travail, qu'on le laisse travailler, donc qu'il fasse 10, 15, 20, 30 ans, c'est le résultat qui compte en fait. Et c'est le choix du peuple rwandais qui compte. Ça c'est une... bon, si c'est le peuple rwandais qui le veut, si c'est vrai, si c'est prouvé que c'est le peuple rwandais qui le veut, qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans leur pays. Nous sommes dans la RDC, il faut aussi interroger la population. Est-ce que la population congolaise veut qu'il n'y ait pas d'alternance dans ce pays? Si c'est le contraire, alors il faut faire ce que la population veut.
En ce qui me concerne... Mais pour vous, personnellement, l'alternance est synonyme de bonne gouvernance? Pas nécessairement. Pas nécessairement parce que je vais revenir encore dans ma thèse de pourquoi il faut balkaniser ce pays. Il y a une expression en Kikongo, on dit Nsusu Yamvoanzi. Cela veut dire une poule qui n'a pas pondu des œufs et qui veut les couver. Il trouve des œufs quelque part, il veut se poser sur ces œufs pour les couver. C'est ce qui arrive ici en RDC. Donc Mobutu est parti parce qu'on pensait que c'était lui le mal de ce pays. Il est parti, il a été remplacé par un autre, et l'autre a été combattu, et puis il est remplacé par un autre. Et nous allons de mal en pis, je dirais même. Parce que ces 15 dernières années, et il suffit de regarder les conditions de vie des Congolais, vous vous rendez compte que la vie s'est dégradée. Je ne vais pas me mettre en position d'extracteur de qui que ce soit, mais je pense que lorsque quelqu'un a géré un pays pendant 15 ans, cela est amplement suffisant pour laisser la chance aussi aux autres de gérer et de se constituer peut-être en force de l'opposition ou même de la majorité si le pouvoir aura cette majorité-là, pour veiller à ce qu'avec l'expérience que vous avez acquise dans la gestion du pays, ceux qui viendront après vous en profitent. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont les politiques, M. Nzinga Nkembo, qui ont détruit ce pays? Puisque la population ne gère pas, en fait, officiellement, hein, c'est vrai, mais c'est eux qui tiennent le rêve de la destinée d'un pays. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont les politiques congolais qui ont détruit ce pays? Les responsabilités sont partagées. Lors de la colonisation belge, les Belges s'étaient arrangés de sorte que la population locale soit divisée, en créant une classe intermédiaire qu'on appelait la classe des évolués. Dans la tête de ces élites, c'est le colon belge qui s'est implanté. Alors, lui, il est parti, mais il nous a laissé des colons dans la peau noire. Et nous pensons que nous sommes indépendants alors que nous ne le sommes pas encore. Et ce sont des politiques qui ont détruit ce pays, mais c'est clair. Ce sont ces évolués-là qui ont géré ce pays, ce n'est pas la population. Mais est-ce que la population, pour autant, doit dire qu'elle n'est pas responsable de ce qui est arrivé? Non, c'est faux. La population a une part des responsabilités. Parce que dans d'autres pays du monde, nous voyons la population est consciente et quand il faut faire partir quelqu'un parce qu'il y a mégestion, la population se prononce. Et dans le cas d'espèce, moi je pense que ça ne sert à rien de faire une pression inutile actuellement là, de dire au président de la République de quitter alors qu'il est encore en plein mandat. Mais si la population trouve que parce qu'il y a eu mégestion, qu'il faut poursuivre ou bien il faut faire pression au président de la République. Ça, c'est pendant les élections qu'on sanctionne dans démocratiquement par les élections. C'est la population qui ira aux élections dire que non, nous ne voulons plus de vous, messieurs. Ou si la population pense qu'il faut un soulèvement populaire, ça revient toujours à la population. Mais ça ne doit pas être lié au fait que le président de la République a convoqué un dialogue et vous êtes contre les dialogues, vous voulez vous soulever. Là, c'est une logique un peu tordue. Mais vous comprenez quand même leur point de vue de gens qui sont contre ce dialogue. Ils émettent quand même des réserves. Non, vous les comprenez quand même. Leur peur ou leur crainte, leur crainte, c'est que nous allons cautionner le glissement. Mais il y a déjà un autre glissement consommé. Qui a cautionné ces glissements-là? Il y a certains qui quittent maintenant la majorité présidentielle, qui auraient pu quitter à ce temps-là, lorsqu'il y avait un premier glissement des assemblées nationales. Ils n'ont pas quitté, ils l'ont cautionné. On arrive maintenant au deuxième glissement, puisque la législature... Vous avez l'impression qu'il y a acharnement sur la personne du président de la République? Cela va sans dire. Il y a acharnement sur la personne du président de la République. Mais ce n'est pas parce que je réponds comme ça que je soutiens le président de la République. Je veux être un juste juge. Et je pense qu'il faut aller au dialogue. S'il faut dire au président de la République, respectons l'alternance au pouvoir, parce qu'on est sur cette question-là, eh bien, on va respecter l'alternance au pouvoir. Et à ce sujet, nous avons une proposition. C'est-à-dire, renouveler les assemblées provinciales pendant le dialogue. Séance tenante, on renouvelle les assemblées. On destitue celles qui sont en train de bénéficier frauduleusement de mandats, une première législature, une deuxième législature, et puis on met en place, par cooptation, par voie de cooptation, on met en place des nouvelles assemblées. Ce sont ces assemblées-là qui vont élire les sénateurs et les gouverneurs. Et on va appeler ces institutions-là les institutions de la transition. De telle manière qu'arrivé à la fin de la législature en cours, le président de la République et une autre institution en face. Comme on dit. Les Congolais ont déjà vécu les transitions dans ce pays.
Hein. Les transitions dans ce pays, on sait quand ça commence, mais jamais quand ça se termine. Je vais finir cette idée, comme ça vous comprendrez ce que je suis en train de proposer. C'est-à-dire, arrivé à la fin de la législature en cours, le président actuel de la République aura en face de lui une institution avec laquelle il pourra faire la remise des reprises. Parce que moi, je soutiens que la transition ne soit pas gérée par l'actuel président qui a déjà fait 15 ans au pouvoir, mais que la transition soit pilotée par le président du Sénat. Qui est légitime, normalement. Non, on doit créer un autre... Voilà. Donc, je ne suis pas en train de soutenir que l'actuel président du Sénat gère la Constitution. Parce que d'après... le pays. D'après syndicat, nous, dans notre proposition, il faut renouveler tous ceux qui ont frauduleusement bénéficié de 2 législatures ou une seule législature pour que... Qui va coopter ces gens-là? Mais lorsqu'on va au dialogue, les délégués les délégués au dialogue ont les statuts des députés. Ils peuvent coopter. Alors tout le monde se battra là. Avec votre proposition, tout le monde se battra pour être au dialogue. Mais lorsqu'il y a des problèmes dans le pays, le rôle du politicien, c'est de proposer des solutions. Et c'est ce que je suis en train de faire. Volet social, mesdames et messieurs, classement de la RDC par rapport à ces fléaux qui minent les pays africains, la corruption. Et nous allons terminer par le procès Imotex. « 22, c'est le point obtenu par la RDC dans le classement de Transparency International pour l'année 2015. Sur une échelle de 0 à 100, c'est-à-dire en partant des États les plus corrompus à ceux pas du tout corrompus, le pays de Joseph Kabila est compté parmi les 20 derniers, soit 147e sur 168 pays concernés dans le classement de cette structure de lutte contre la corruption. Donc le score reste le même, 22 points en 2014, 22 points en 2015. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a 6 positions que la RDC a augmentées, disons, a améliorées pour dire en soi. Mais ça a à voir avec le fait qu'il y a des pays qui sont sortis du classement. Du côté du ministère de la Justice, l'on assure que les efforts sont fournis et plusieurs réformes sont en cours afin de redorer l'image de la RDC en cette matière, même si l'on n'arrive pas à mieux cerner la méthodologie du classement de Transparency International. Venu pour la circonstance commenter ce classement de la RDC, l'APNAC, le réseau de parlementaires de lutte contre la corruption, estime pour sa part que la meilleure façon de lutter contre la corruption est la sanction, chose qui manque cruellement au pays. Selon Transparency International, les pays les mieux cotés sont ceux qui se distinguent par un niveau élevé de liberté de la presse, un accès aux informations budgétaires permettant au public de savoir d'où vient l'argent et comment il est dépensé, des niveaux élevés d'intégrité parmi les personnes au pouvoir et des systèmes judiciaires qui ne font pas distinction entre riches ou pauvres et qui sont véritablement indépendants des autres organes de l'État. Il est 10 heures passées lorsque le tribunal de commerce de la Gombe appelle l'affaire RCE 4431 opposant Gabriel Chabani à Picongo contre la société Imotex. Juste après, s'en est suivi la comparution des conseils opposés dans cette affaire, censée mise en état ce jour. Prenant la parole pour le compte de la société Imotex, c'est cette exception des jonctions sollicitées du tribunal. Pour Rigen Walukonka, avocat conseil de la demanderesse, cette demande n'inquiète en rien la première sollicitant la réparation. Nous étions venus pour la mise en état du dossier, mais fort malheureusement, dans les 2 affaires sous les RCE 44-41 et 44-42, la société Imotex est en train de solliciter la jonction de ces 2 causes. Et elle a reconnu que c'est hier qu'elle nous a communiqué ses conclusions, nous avons demandé au tribunal de nous donner le temps de répliquer à ces conclusions. Je suis un avocat, ce n'est pas pour rien que nous avons consulté notre client, et nous avons échangé et nous sommes venus devant le tribunal et nous avons le moral et le cœur serein. Pour rappel, Gabriel Chabani et Happy Congo ont été mis hors cause dans cette affaire depuis 2013 par le Tripengaliema, mais devenu effectif le 2 novembre 2013.
Traîner devant la justice pour une cause non justifiée, voilà le leitmotiv de cette action. Les partis reviendront le 8 février prochain pour débattre de la jonction sollicitée par la société Imotex. Monsieur Nzinga Kimbo, nous y sommes, nous parlons de ce fléau. Moi, j'appelle ça une peste, la peste qu'est la corruption en République démocratique du Congo. Nous avons suivi notre excellente consoeur Élisée Odia par rapport à ce rapport. Alors, pour vous, comment peut-on combattre réellement la corruption? Par où doit-on commencer? Je crois qu'il faut mettre un accent important sur la justice. Lorsque, dans un pays, l'appareil judiciaire déjà est corrompu, vous comprenez que vous pouvez tout faire, changer de stratégie autant de fois que vous le voulez, rien ne marchera. Or, tout cela nous ramène encore aux questions dont nous sommes en train de débattre déjà. Lorsqu'il y a un contrat social entre ceux qui sont au pouvoir et la population, il y a 4 choses essentielles qui doivent être accomplies pour l'intérêt de la population, à savoir la paix, la sécurité, la justice et le bien-être de la population. Et quand il faut faire maintenant l'évaluation de la façon dont notre pays a été géré, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de paix parce que des guerres sont récurrentes à l'est du pays. La justice, il n'y en a pas. Vous avez raison, vous allez vous plaindre en justice, mais celui qui vient est plus fort que vous parce qu'il a soit de l'argent ou des relations. On lui donne raison et vous, on vous enferme. Il y a eu des cas comme ça. Et puis la sécurité, il y a des koulounas. Et parfois, parmi ces koulounas-là, on trouve même des gens en uniforme. Pendant la journée, il y a des personnels policiers qui circulent dans les marchés, qui rançonnent la population. Ils prennent les 200 francs sur chaque table, pas de reçus. On voit des policiers de roulage qui entrent par les fenêtres des véhicules pour se disputer le volant. Nous sommes dans la jungle. Et tout ça, c'est honteux. Il faut mettre fin à tous ces chaos, à tous ces désordres. Et pour mettre fin à ce chaos, il faut balkaniser la RDC. Absolument. Il faut liquider. Vous préférez le terme balkanisation? Moi, je préfère le terme la liquidation du vestige colonial belge. Mais l'organisation de écoutez, madame, je vais vous donner une information très importante. Je vous en prie. Laissez-moi poser la question, vous allez répondre. Mais en 1960, quand nous avons acquis nos indépendances, notre organisation africaine a dit que nous héritons des frontières acquises lors de la colonisation. Pour vous, c'était le départ du mal africain. C'est ça? L'OUA devait réfléchir autrement en 60? Je réponds à la question. Je réponds à la question. Nous sommes en face des deux organisations. Il y a l'OIA, l'unité africaine, et de l'autre côté, il y a l'ONU, les Nations Unies. Les Nations Unies ont préséance sur l'OIA, parce que ça existait d'abord. Et puis, l'OIA devait se fonder sur les principes déjà énoncés dans les Nations Unies. Or, les Nations Unies reconnaissent le droit de chaque peuple à l'autodétermination, mais l'OIA vient interdire ce droit à l'autodétermination en faisant du principe de l'intangibilité des frontières un principe sacro-saint. Donc là, l'OIA est entrée en contradiction avec le droit de chaque peuple à l'autodétermination. Je crois qu'il faut que cette OIA aussi soit réformée. Autant les frontières héritées de la colonisation aussi doivent être touchées et reconfigurées. Parce que vous le savez, dans la conférence de Berlin, il n'y avait aucun Africain. On n'avait pas demandé l'aval de l'ancêtre de Maman Paulette Kimuntu et l'aval de l'ancêtre des gens des autres provinces, pour ne pas citer les noms de tout le monde ici. Ce sont des faits historiques, mais les faits sont là. Les faits sont là. Nous avons hérité d'un pays, ok, que nous l'ayons créé ou pas, ok. Mais doit-on liquider cela parce que nous ne l'avons pas créé? Je vais vous répondre par une parabole, Maman Paulette. Vous avez un même papa qui vous laisse une parcelle avec 4 maisons. Et vous avez 4 enfants. Chaque enfant a droit à une maison. Il peut mettre ses locataires dans cette maison-là. Parlons de 4 parcelles. Dans chaque parcelle, il y a un locataire. Maintenant, vous avez un frère aîné qui pense que puisque c'est lui votre frère aîné, il doit gérer toutes les 4 parcelles.
Et c'est lui qui doit récolter l'argent de tous les locataires. Et le frère aîné ici, pratiquement, c'est qui? C'est la Belgique? Non, 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 mais je suis en train de vous donner une parabole. C'est à vous maintenant de déchiffrer l'énigme. Alors, le frère aîné pense qu'il faut qu'il soit celui qui gère toutes les 4 maisons, ou les 11 maisons. Et en fin de compte, quand il reçoit l'argent de bail, il va régler les problèmes dans sa famille, dans sa belle famille et tout ça, mais ses propres frères ne bénéficient de rien. Alors les frères demandent leur propre droit à gérer leur maison. Ils disent, je sais de quoi tu parles. Ils disent, mon frère, je le vis personnellement. Nous sommes encore dans la même famille, vous êtes notre frère, nous n'allons pas vous rejeter, mais laissez à chacun le droit de gérer sa parcelle et de signer des contrats avec son locataire. Vous n'allez plus nous représenter. C'est ça, c'est que vous appelez la balkanisation. Mais nous appelons le droit de chacun de s'auto-administrer. Mais comment sauver cet héritage-là? Même si chacun gère de son côté, mais l'héritage est commun. Comment sauver cet héritage? C'est ça le problème. L'héritage est commun, mais chacun... Vous liquidez l'héritage de quelqu'un qui vous l'a légué. Mais regardez, quel mot liquidation... Qu'il soit bon ou mauvais, écoutez, mais il vous a légué quelque chose que vous devez faire prospérer. La liquidation, ça donne, je ne sais pas, une mauvaise connotation, peut-être, je ne sais pas. La liquidation, on liquide une entreprise. Lorsque nous fondons une société à part égalitaire ou sur thème de pourcentage. Je mets 40%, un autre met 30%, un autre met 5%, etc. Nous fondons une société une société à lucre. Et puis la société tombe en faillite. Mais la personne qui nous a donné cette idée de créer la société n'a pas cotisé de l'argent, n'est pas, comment est-ce qu'on les appelle, actionnaire. Mais c'est quelqu'un à qui nous avons confié la gestion de notre entreprise. Au lieu de faire que l'entreprise génère des bénéfices, lui, il commence à mettre la main, voilà, à ponctionner. Et puis, l'entreprise ne fonctionne pas bien, ça tourne mal et ça tombe en faillite. Le directeur va se retirer. Il se retire. Maintenant, que font les actionnaires? Que chacun prenne ses parts. On se partage les bénéfices et les pertes. On y revient pratiquement aujourd'hui. Voilà. Est-ce que quelqu'un du Congo central doit-il se sentir aujourd'hui plus Mukongo, en fait, quand je dis Mukongo, je ne sais pas comment les appeler, plus du Congo central que de la RDC? Qu'est-ce qui doit venir en premier? Son appartenance. Nous sommes dans une logique. J'aimerais que vous me souviez bien, madame, parce que là, je suis en train de parler en tant que coordonnateur de on nous dit que nous sommes nationalistes. Nationaliste, maintenant, ça sera nationaliste, c'est par rapport à quoi? Par rapport à son peuple, par rapport à sa nation ou par rapport à quoi? Madame, selon votre entendement. Lorsque je regarde la société congolaise, je me rends compte de l'existence d'un syndrome que j'appelle le syndrome traumatique post-colonial. Nous avons été libérés depuis longtemps, depuis 1960. Et nous pouvons gérer cet espace géographique tel que nous le voulons. Partager le droit de l'administration des territoires ou des entités politiques ne veut pas dire diviser les peuples. Nous serons toujours unis. Même avec le Rwanda voisin, le Rwanda ne va jamais se déplacer, il sera toujours là et ils auront toujours des relations avec les gens de Goma et des autres provinces de l'Est. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Rappelez-moi un peu quelle était votre dernière parole parce que j'aimerais m'y attaquer directement. Pratiquement, quand on pose la question, quand on dit que nous sommes nationalistes, est-ce qu'on l'est par rapport à son peuple ou par rapport à sa nation, à son pays? La RDC devrait être considérée comme une confédération. Mais on nous a dupé déjà à l'origine, on ne nous la présente pas comme une confédération, on nous la présente comme un seul État. Alors que dans la RDC, il y a plusieurs fédérations et dans ces fédérations-là, il y a plusieurs États. Il y a plusieurs États. C'est là que le mal est parti. Qu'est-ce que nous devons nous sentir aujourd'hui? Bien sûr, il faut se sentir congolais. C'est pourquoi nous avons une équipe nationale là qui a joué contre le Rwanda. Nous avons tous applaudi. Et dans l'équipe, il y a des gens du Congo central, il y en a de l'Équateur, etc. C'est bien, c'est la confédération qui est allée jouer. Nous devons nous sentir faisant partie de cette confédération. Mais on ne nous dit pas que nous sommes une confédération. On veut nous tromper que nous sommes un seul peuple, alors qu'il y a plusieurs peuples. Le Congo, les Congos, sa langue c'est les Kikongo. Les Luba, sa langue c'est les Chiluba. On définit le peuple par rapport à sa culture, à son identité,
Les Français... Mais que cela ne soit pas un élément qui nous divise et qu'il n'y ait pas guerre entre nous. Je parlais ici de la différence entre la séparation et la division. Okay. On n'est pas en train de diviser le peuple, mais on veut séparer le droit de chacun pour préserver justement cette unité. Parce Merci beaucoup de la précision. Syndicat vise le pan-congolisme. Hein, c'est un mouvement pan-congolais. On ne peut pas, comme je l'ai dit au début, être panafricain si déjà dans la RDC, on ne peut pas se sentir pan-congolais. Voilà, nous allons maintenant à l'avant-dernier chapitre, mesdames et messieurs, qui est consacré aux 15 ans de la présidence de M. Kabila et de la réaction de la population sur la gestion de ces 15 ans. Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. Le 26 janvier 2001, Joseph Kabila, alors âgé seulement de 29 ans, succédait à son père, Mzee Laurent Désiré Kabila, assassiné dans son bureau du Palais de Marbre. À l'époque, personne ne pouvait parier sur ce jeune et pourtant, juste après, il n'avait pas hésité d'imposer sa marque au plus fort de ce que d'aucuns vont qualifier la deuxième guerre du Congo. L'objectif ultime, réunifier le pays. Un pari que Kabila fils va relever non sans concession. Allusion faite au système 1+4, c'est-à-dire un président et 4 vice-présidents. Il s'agit là de l'un des acquis des accords de Sun City, lesquels ont également accouché de la Constitution adoptée le 18 février 2006. Le pays réunifié, Joseph Kabila va tenter de relever un autre défi, celui d'organiser sous sa présidence les premières élections libres démocratiques. Il va réussir à atteindre cet objectif avec à la clé son élection en tant que premier président démocratiquement élu en RDC. Certes, l'organisation de ces scrutins n'a pas été sans conséquence sur le plan sécuritaire, avec notamment des affrontements qui s'en sont suivis entre l'armée régulière et les militaires commis à la garde de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba. Hélas, cet épisode sera loin d'être le seul à ponctuer ce premier quinquennat du Raïs. Il sera en outre obligé de faire face à plusieurs rébellions, dont la plus redoutée sera celle du CNDP conduite par Laurent Nkunda, que d'aucuns assimilent à l'ex-rébellion du RCD. Cette situation va mettre à mal l'exécution du programme quinquennal de l'action de Joseph Kabila, axé sur le 5 chantiers. Il faut dire que ces rébellions à répétition ne se sont jamais éloignées de Joseph Kabila, puisque même lors de sa deuxième mandature, le natif de Fizi a continué à consacrer ses énergies à l'éradication de ces groupes armés qui pilulent surtout dans l'est de la RDC et qui a atteint son paroxysme en octobre 2014 avec la chute de la ville de Goma tombée entre les mains des M23. Ajoutez à cela la controverse née des élections de 2011, laquelle perdure jusqu'à ce jour. Dans ces conditions, difficile pour l'homme d'atteindre les objectifs qui s'étaient assignés dans son deuxième mandat relatif à la révolution de la modernité. Malgré un contexte politique quelque peu instable, Joseph Kabila, en 15 ans, va réussir une stabilité inattendue cette fois-ci sur le plan économique. Les différents gouvernements qui se sont succédés sous son leadership vont obtenir la stabilisation du cadre macroéconomique avec tous les acquis qui vont avec, à savoir la stabilité du taux d'échange ou encore la réduction du taux d'inflation. En 15 ans, Joseph Kabila peut se targuer d'avoir doté la RDC de sa compagnie nationale aérienne, révolutionné le secteur de transport, mais aussi d'avoir amorcé la diversification de l'économie nationale par la relance de l'agriculture avec le projet Bukanga Lonzo. Certes, d'autres défis persistent, mais nombreux sont ces observateurs qui estiment que le Raïs, en 15 ans, a réussi à éviter le pire à la RDC. Cette profanité découle du fait que cette musique n'encense pas Dieu. Ce fut un débat houleux entre le pasteur Godem Poyi et l'artiste musicien Félix Ouazekwa. Ces derniers voulaient être précisés sur l'existence d'une musique profane avec Bible à l'appui. Moi, j'ai amené mes 2 Bibles, je pense que les pasteurs aussi en a, surtout avec le système que nous avons de nos appareils, c'est de me prouver à travers la Bible en quoi, quels sont ces versets-là qui nous disent, qui nous montrent que voilà, ce que nous faisons, nos thèmes ne sont pas les thèmes que Dieu partage. La réponse du pasteur Godet sera méthodique, explicite, mais aucun verset sera prononcé à cette étape. Pour qu'une musique devienne chrétienne, il faut que celui qui la chante soit pieux,
qu'il véhicule les messages qui ne contredisent pas la parole de Dieu, et la source d'inspiration doit être Dieu. Les thèmes qui sont abordés dans la Bible. La réplique de l'homme de Dieu laisse Ouazekwa sur sa soif. L'artiste musicien va chercher des exemples dans la Bible, histoire de pousser son interlocuteur à faire de même. Nous avons notre ancêtre qui s'appelle Jubal. C'est dans Genèse, chapitre 4, verset 21. Voilà, l'ancêtre de tous ceux qui manient la harpe et les chalumeaux. Harpe, instrument à cordes, chalumeau, instrument à vent. Donc il y a quelqu'un, à un certain moment, on peut penser que celui qui a inventé les instruments, ce n'est pas un instrument qui peut faire que, voilà, on est chrétien ou on joue de la bonne musique. La chanson commence à devenir chrétienne ou profane à partir du moment où il y a des paroles. Voilà qui va pousser Godempoy à balancer le verset qu'il avait dans sa gibecière. Dans le livre d'Amos, verset 5, verset 23, Dieu dit ceci par rapport à la musique. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je ne peux plus entendre la musique de vos harpes. Donc, si vous commencez par le début de ce verset, ici Dieu ne dit pas que c'est les musiciens de Touzaïna ou bien les musiciens de l'église de Saint-Joseph. Toute personne qui est dans le mal, sa musique est rejetée par Dieu, et partant tout enfant de Dieu doit rejeter la musique de celui qui est dans le mal. Après cette confrontation, nous osons croire que chacun fera bon usage du don que Dieu a placé en lui. Amen. Et donc, Nalingagi, peut-être qu'on remercie Papa Chabani Record. C'est ça. Merci beaucoup pour l'initiative. Oui, merci beaucoup. Merci donc à l'initiateur de cette émission qui a fait vraiment un buzz total à Kinshasa et partout dans le monde. C'est la première fois d'ailleurs qu'il y a une telle confrontation et ça a soulevé beaucoup de questions. Et je pose la question à quelqu'un qui a dit qu'il est païen, donc qu'il est beaucoup plus spirituel. Est-ce que vous comprenez l'amalgame qu'il y a aujourd'hui, cette séparation qu'il y a entre la musique chrétienne et la musique païenne? Ouais. Profane. Je profite de l'occasion pour vous informer aussi, Maman Paulette, que je suis aussi un artiste parce que avant d'étudier les sciences politiques à l'étranger, j'avais d'abord étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, ici. Donc j'ai fait les arts plastiques et je suis sculpteur et peintre. Et dans ce domaine-là déjà de la peinture, la sculpture, l'architecture, on peut citer parmi les formes d'art la musique aussi, le théâtre. On ne distingue pas une peinture pour l'église, mais c'est vrai que c'est l'artiste qui s'inspire sur des thèmes particuliers. Il peut peindre Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et si vous voulez appeler ça de l'iconographie, ça c'est à vous, mais l'artiste s'est exprimé. Et le même artiste... C'est la personne qui donne le sens à cette musique. Tout à fait. S'il est chrétien... Tout à fait. Et le même artiste... Ou s'il est païen... Le même artiste, Michel-Ange, qui a peint la création d'Adam et Ève dans la chapelle Sixtine, a aussi peint des hommes nus. Ah oui. Alors, vous allez dire maintenant qu'il est chrétien ou il est profane. Vous comprenez? C'est la même chose dans la musique. Et les belles paroles, comme l'a dit le grand artiste Félix Ouazekwa, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et j'aimerais d'ailleurs suggérer que ces genres d'émissions interviennent beaucoup. Parce que c'est pour rien qu'on a vilipendé ceux qui nous font de la belle musique, les qualifiants. Vous avez suivi le pasteur. Oui, mais le pasteur parle aussi du comportement de ces musiciens. Ce sont des leaders, ce sont des modèles. Donc, mais les mauvais comportements... Quelqu'un se comporte mal, donc ça retombe sur ses actions. Les mauvais comportements, nous les voyons aussi dans les chefs de certains pasteurs qui font certaines prières spéciales en touchant certaines parties intimes des femmes au nom de Dieu pour donner la guérison. Et tout ça, ça se fait dans l'église, non? Au nom du christianisme, vous comprenez? Donc, il faut arrêter. Il y a une musique pour tout le monde. Et je vais profiter de cette occasion pour saluer la mémoire de la grande dame qui venait de nous quitter, Maman Marie Missamou, parce qu'elle a su combiner le tout. Tous les dons que Dieu lui a donnés. Elle est chrétienne, ça c'est sa foi, c'est dans sa relation personnelle avec son Dieu, mais elle fait de la musique pour... être consommé par tout le monde. Les chrétiens, les païens comme nous. Moi, je ne suis pas chrétien, mais j'écoutais la musique de Marie Missamou. Elle était aussi couturière. Voilà. C'est ça. L'artiste doit être libre. L'artiste doit être libre et doit pouvoir puiser
là où il pense que son esprit... La toute dernière question, les 15 ans de Joseph Kabila, question directe. Moi, j'aime les questions directes. Positif, négatif? Le bilan de... Bon, je dirais, je pense que c'est un bilan, bien qu'il y ait des choses qu'on peut vanter, voilà, le boulevard Triomphal a été réparé, il n'y a plus de trous, mais moi, je vis à la cité, hein. Je suis dans la commune de Kassavou, et non loin du marché Gambela. Mon avenue, là, je ne peux plus passer par ma voiture. C'est quelle avenue? C'est l'avenue Gambela. Sur l'avenue Chaba, n'en parlons pas. Cette émission que nous sommes en train de faire là, je ne sais même pas si les gens vont suivre parce qu'il n'y a pas de courant. Et je vous informe que j'ai eu du mal pour me laver ce matin parce qu'il n'y avait pas d'eau qui coulait. Nous sommes en plein 21e siècle, l'accès à l'eau potable et à l'électricité est un des droits sociaux de base et inaliénable. Et lorsque la population n'a pas accès à cela, parlons maintenant de l'accès aux soins médicaux, l'accès à l'éducation et tout ça, c'est catastrophique. Quand vous allez en province, il ne faut pas se limiter seulement à Kinshasa. Bon, s'il faut dire maintenant en peu de mots, oui ou non, positif, en tout cas, je ne pense pas que ça soit positif. Pas du tout. Ce n'est pas un bilan positif. Merci mesdames et messieurs, donc merci à James Ndinga Kembo d'être passé à la barre et comme je le dis, l'expression est consacrée. Merci à toute l'équipe technique, merci à Alain Bolikango, Maïlo Bumba et Rassis Loubanzoulou. Merci aussi à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Vous allez découvrir aujourd'hui un invité qui est pour la liquidation de la République démocratique du Congo et merci à vous. En tout cas, une fois de plus, pour votre fidélité à cette émission. Et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.